Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 43e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Et cette semaine, nous allons donc attaquer l'édition du 20 au 26 février. Voilà. Et pour commencer cette nouvelle émission, bien entendu, monsieur Silvano Trotta. Salut Silvano. Salut Antoine! Comment vas-tu? Tu as passé une belle semaine? Tu sais toujours, moi. Même s'il y a eu pas mal de hauts et de bas cette semaine, mais bon, on essaye toujours de positiver. Bon, bah, écoute, tu nous raconteras tout ça. Ce soir, nous allons recevoir Claire Thomas pour le programme de CTVM TV. Ensuite, Audrey Canso pour la présentation d'un projet participatif qui nous présentera le Prémobile. Viendra José Bouillon, auteur qui a écrit un article super intéressant dans le dernier Top Secret numéro 89 sur la fameuse créature de Brocéliande. Voilà, on découvrira son univers. Et enfin, nous finirons cette émission avec Dino, notre envoyé spécial en direct du Québec, qui va venir nous faire un petit tour d'horizon des faits étranges et mystérieux au Québec. Voilà pour la première fois ce soir sur Miasme TV. Donc, Silvano, allez, cette semaine, quoi de neuf sur UAT? Il y a toujours plein de choses de neuf sur UAT, mais un des sujets qui a été le plus commenté, le plus apprécié, ça a été l'interview de notre ami Niel, le dragonnier, mon cher Antoine, qui a été mise en ligne cette semaine et qui donc a fortement surpris l'ensemble de nos membres, parce que tu sais que sur UAT, c'est le groupe spécialisé sur les méchants petits gris, les méchants aliens, les abductés, et que donc offrir une solution d'enlever des implants physiques, ou même autres que physiques, par cette méthode et l'aide des dragons de Niel, a été assez apprécié. Parce que je vois en plus, en parallèle, tu vois, la différence entre les gens qui ne sont pas habitués à UAT par rapport aux youtubeurs. Sur YouTube, je vois pas mal de commentaires. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fumé? C'est quoi cette histoire? Parce qu'ils sont pas au courant, quoi. C'est toute la différence. Et c'est aussi une des difficultés à maintenir un groupe Facebook, parce qu'effectivement, tu as les anciens membres qui sont parfaitement au courant de toutes nos théories maintenant, toutes avec beaucoup de preuves. Et puis les nouveaux membres qui rentrent, qui accumulent un retard assez conséquent et qui donc sont étonnés, qui prennent la patience de relire. C'est aussi pour ça que j'ai ouvert le groupe Les Rubriques de Silvano pour reprendre un petit peu toutes ces anciennes publications. Mais le constat est frappant quand je vais dans les commentaires de YouTube et les commentaires de UAT, quoi. C'est deux mondes complètement différents. D'ailleurs, je voulais préciser un des commentaires sur YouTube qui était assez intéressant, c'est de Yannick Hergé qui nous suit assez régulièrement et qui en général met des commentaires que je mettrais dans la catégorie intelligent, voilà, c'est pas du troll, où il nous faisait la remarque que lui, il avait suivi une formation de secouriste, et effectivement, en formation de secouriste, on t'apprend à ne pas prendre le pouls de quelqu'un d'autre avec ton pouce, parce que sinon, tu peux sentir tes propres pulsations quand tu prends le pouls de quelqu'un d'autre. Et moi, je m'étais fait la réflexion, effectivement, quand Ney nous avait fait nous sentir notre propre pulsation pour savoir si nous étions accompagnés ou pas d'un dragon, ce qui est ton cas, et pas le mien. Mais quand vous prenez votre propre pouls avec votre propre pouce, vous êtes sur la même fréquence de pulsation, donc en fait, elle ne se double pas, logiquement. Donc, s'il y a une double pulsation, ça ne vient pas du fait que vous soyez vous-même pris votre pouls. Tout à fait. Et ce qui est plus surprenant, c'est qu'on expliquait dans la vidéo, donc alors après, des fois, je me demande si les gens regardent vraiment la vidéo avant de faire des commentaires. On expliquait qu'il y a eu des témoins, dont Umberto Molinaro, quoi. Umberto Molinaro, il a un nom, il ne va pas s'amuser à raconter des conneries, où des personnes ont un implant physique visible, parce que souvent ils sont visibles, notamment dans les bras. Et Neil intervient avec ses dragons, donc sans toucher la personne, et l'implant disparaît, quoi. Il n'a pas disparu par l'opération du Saint-Esprit. Donc, dans ces vidéos-là, on apporte des preuves.
il y a des témoins, les gens peuvent venir, ils peuvent aller voir Neil Brocéliande pour voir des cas de désimplantation pratique, mais il y en a encore qui écrivent des commentaires à la noix, quoi. C'est vraiment se poser des questions sur certains, qu'est-ce qu'ils font dans les groupes ufologiques, quoi. Ouais, bon, tout ça, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Nous, avec Neil, on a été un petit peu plus loin, on lui a demandé qu'il nous envoie des photos, etc. Il nous a envoyé des photos que j'ai décidé de pas forcément diffuser parce qu'on voyait le visage des gens et voilà, après c'est compliqué de demander les autorisations et tout et tout. Mais voilà, c'est vrai que sur les photos, il y a très clairement un avant et un après avec l'implant et sans l'implant qui a été enlevé. Et d'ailleurs, cette histoire de Neil, pour finir un petit peu sur le sujet, ça me rappelle des témoignages qu'avait fait Yann Lipnik sur des séances collectives qu'il avait faites, où lui faisait traverser des gens avec des dragons et les gens étaient projetés en avant ou en arrière en fonction du sens. Et il le faisait sur plusieurs rangées de personnes et c'était visiblement assez puissant parce que les premières rangées étaient bien secouées, bien projetées en arrière et ça s'arrêtait au bout de la 4e ou 5e rangée. Donc, moi, je comprends que ça soit difficile de croire ou de ne pas croire, en tout cas d'être dubitatif là-dessus. Le mieux, c'est peut-être de participer, c'est ce que je dis toujours, il faut expérimenter par soi-même. Et d'ailleurs, un jour, j'essaierai de faire un stage de Yann ou de Neil pour pouvoir expérimenter par moi-même. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même des éléments qui sont suffisamment troublants pour se dire que tout ça, c'est pas que du fruit de l'imagination de ces gens-là. C'est clair. Ouais. Alors, peut-être un autre sujet plus en rapport avec l'ufologie cette semaine aussi. Ouais, tu sais, on aime bien de temps en temps un petit peu aller à côté de l'ufologie pour faire le grand tout. Les petits gris et les grands blonds, c'est de l'ufologie. Hein. Oui, et puis il les enlève, quoi. Toujours à noter quand même dans les discours que l'on a sur UAT, la difficulté des personnes à ne pas concevoir que tous les extraterrestres sont là pour nous éveiller, quoi, pour être gentils, quoi. Ça, c'est un truc de fou. C'est quelque chose qui est ancré. Hein. Les gens attendent le bon extraterrestre qui va venir nous éveiller. Et quand on parle de mauvais extraterrestres, le succès n'est pas là. Mais nous, on n'est pas là pour avoir du succès, on est là pour raconter les vérités. Hein. Comme je le dis toujours, il y a 12 milliards de preuves de mauvais E.T. Depuis 40 ans. Hein. Des gens qui ont étudié là-dessus, les John Fuller, les Bob Hopkins, Witness Trieber, Carla Turner, Philippe Mantel, John Mack, Corrado Malanga, David Jacobs, Darrell Sims, le Dr. Lair. Par contre, de l'autre côté, les mecs qui parlent de gentility, c'est toujours des illuminés tout seuls, hein, dans leur coin. J'ai canalisé, j'ai vu, j'ai pensé, moi, tout seul, sans preuve, sans rien. Les autres, c'est avec beaucoup de preuves. Donc, il faudra peut-être un petit peu se réveiller dans ce domaine-là. Sinon, un sujet sur le Vatican. Sur UAT, tout le monde connaît bien Mauro Biglino, parce qu'on fait pas mal de sujets sur lui, qui nous a décrit la véritable vérité écrite dans la Bible, hein, que le Dieu de la Bible vient des étoiles, et qu'il n'est pas très sympa, hein, ce Dieu-là. Et en partant de là, il est clair que l'institution catholique, depuis la nuit des temps, nous mène en bateau, quoi, hein. Et moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui est très au courant de la réalité extraterrestre sur cette terre, c'est bien le Vatican. Moi, je donnerais, je sais pas moi, 3 mois de salaire pour pouvoir aller fouiner librement dans les 80 km de rayons de livres, les archives du Vatican, mon cher Antoine, 80 km de rayons de livres, où de grands pans entiers de ces archives sont interdites et restent interdites même à des chercheurs. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui ont des accréditations pour pouvoir aller au Vatican, aller faire des recherches dans des livres. Beaucoup d'endroits, même eux, n'ont pas le droit d'y aller. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à y cacher, hein? Parce que forcément, ils ont à cacher des choses. Et j'aimerais bien feuilleter ces livres. Et on dit que d'ailleurs, les livres qui ont survécu à l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie seraient cachés là-bas. C'est bien possible. C'est bien possible. S'il y a bien un endroit où ils peuvent être cachés dans le monde, c'est bien au Vatican. Et donc, ils savent des choses. Mais du reste, le Vatican s'est toujours intéressé aux étoiles, a toujours installé
des télescopes. Par exemple, au Vatican, il y a des gros télescopes. Dans la maison, je ne sais plus comment elle s'appelle cette maison, mais là où la résidence d'été du pape, il y a un énorme télescope aussi. Et puis surtout, hein, faut pas oublier que le Vatican a mis 120 millions de dollars sur la table, je te dis bien 120 millions de dollars, pour créer un télescope géant en Arizona, aux États-Unis. Alors tu vois, t'imagines, c'est le Vatican qui est un État qui dit aux États-Unis, coucou, moi je voudrais bien planter un télescope chez toi, quoi, parce qu'il y a une meilleure vue. Et les États-Unis ont dit oui, oui. Déjà, il faudra se poser la question pourquoi les États-Unis disent oui, oui, quoi. T'imagines, t'as la Corée qui dit à la France, coucou, on peut venir installer un télescope chez vous au sommet du Mont Blanc. Ils ont dit oui, oui, viens, il n'y a aucun problème. Et donc, ils ont dit oui, et c'est un télescope, un des plus évolués au monde, hein, parce que c'est double foyer, infrarouge, il y a plusieurs têtes que tu peux mettre. Hein. Ils voient des choses qu'aucun autre télescope ne voit. Bon, mis à part peut-être le nouveau télescope Santilli qui est sorti il y a tout juste un an. Mais tiens, donc bizarrement, on a du mal à avoir des nouvelles images hein, sur ce télescope Santilli qui promettait beaucoup. Mais à mon avis, il promet beaucoup, mais il doit être censuré. Et sais-tu comment le Vatican a appelé ce télescope sur le mont Arizona, mon cher Antoine? Non. Il l'a appelé Lucifer. Voilà. C'est pas une blague. Hein. Donc il s'appelle vraiment Lucifer. Ils ont eu une évolution qui s'appelle Lucifer 2. Ils n'ont pas été cherchés bien loin. Donc je sais qu'il y en a quelques gens qui pensent que Lucifer c'est pas un démon. Logiquement, c'est le porteur de lumière, Lucifer. Oui, porteur de lumière, mais tu parles, ouais, c'est un pur démon. Ouais. Et bien vu par les personnes dont notre ami Kéver Fabien qu'on a enregistré, que les gens vont découvrir, bien vu par les médiums qui luttent contre les forces démoniaques et sataniques qu'il y a sur cette terre. Donc, ils ont de l'humour. Voilà, donc ce Vatican-là, ce serait bien qu'on lui mette un petit peu la pression et voir ce qu'il cache, quoi. Alors avant de mettre la pression au Vatican, mon ami. Ah, mais ça a commencé là, il y a une série télé qui s'appelle The Young Pop, que je conseille vivement à tout le monde. D'accord, écoute, on regardera ça. Troisième article? Troisième article, oui, on a fait, tiens, on ressort des items, mais parce que tout a une corrélation. J'ai mis un article qui était très récent, une interview courte, mais très courte, hein, qui doit faire 7 minutes, du professeur Luc Montagnier, qui est tout de même prix Nobel de médecine. Hein. Et dans cette interview-là, il a été chopé sur le fameux film Vaxxed, qui décrit l'horreur des vaccins et le lien de causalité entre vaccination et autisme. Et il a donné des chiffres affolants, quoi. Alors, c'est marrant parce que dans cette interview-là, il se lance, il dit des choses et tout d'un coup, il freine. Il dit des choses, il freine. Il dit des choses, il freine. Parce que faut pas oublier que l'œil, le conseil de l'ordre, veille et qu'on est vite exclu hein, si on dit des choses mal. Mais il a quand même donné des chiffres assez troublants. En Corée du Sud, quand même, un enfant sur 38 né avec l'autisme. Et dans cette interview, il met en cause les vaccins concernant les cas d'autisme. Donc, il s'appelle quand même Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, quoi. Hein. C'est pas Sylvano Trotta, Antoine, les complotistes sur Miasme TV. Et puis il dit qu'il faut dire la vérité, quoi. Hein, qu'il faut arrêter la vaccination à outrance. Il faut arrêter la vaccination quand on est malade, parce que ça donne plein d'autres maladies. Il conseille vivement aussi à toutes les personnes qui ont de longues maladies de ne pas se vacciner, y compris aux personnes âgées qui ont un cancer, par exemple, une longue maladie ou autre, hein, de ne pas se vacciner contre par exemple la grippe, alors qu'on dit vaccinez-vous contre la grippe. Il dit qu'il faut dire la vérité pour rétablir le lien de confiance entre les vaccins et les Français, parce que ça, il ne peut pas dire autre chose, hein, hélas. Il doit bien dire un petit peu de pub aussi sur les vaccins pour ne pas se faire radier de l'ordre. Mais c'est quand même assez dingue. Bon, j'ai l'impression que... Ah, il dit aussi que les Américains ont menti. Hein. Le centre de santé, le ministère de la Santé américain a complètement menti et qu'il y a effectivement un lien de causalité fort entre les vaccins et de nombreuses maladies. Et qu'effectivement, dans les vaccins, il y a de gros adjuvants comme style des formalides qui sont très violents à la santé. Et j'ai l'impression que
ça les dépasse un peu, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent plus tellement comment y reculer, parce que tu penses que si on arrive à un enfant sur 38, ils estiment que bientôt ça va être un enfant sur 2, quoi. Donc, où est cette humanité-là si on continue ce massacre? Donc, il est temps là-dessus de se réveiller fortement, quoi. Ok, bon, ben, réveillez-vous, voilà, continuez à chercher par vous-même et à pas vous laisser endormir par tout ce qu'on peut vous raconter. Eh bien, écoute, Sylvano, merci pour ces infos. J'en profite pour rappeler que la semaine dernière, on avait annoncé que Rox Sauker allait sortir sa vidéo dans le week-end. Visiblement, elle n'est pas sortie. Je crus comprendre qu'il y avait encore quelques petits problèmes de montage, de droit à l'image, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est en cours. J'espère qu'au moment où vous m'écouterez, elle sera en ligne. Sinon, ça devrait être très bientôt. Et on rappelle aux personnes les adresses email pour le prochain numéro avec Rox Sauker pour poser des questions. Voilà, faq.miasmetv@gmail.com et ça défile ici. Voilà. Eh bien, écoute, je te propose d'accueillir immédiatement Audrey Canso pour la chronique des projets participatifs. Bonsoir Audrey. Bonsoir Antoine, bonsoir Sylvano, ça va bien? Écoute, nous on est en pleine forme. Bon, On super. vient de Ça va super. parler pendant. Bon, bah super, c'est cool. Alors, Audrey, ce soir, tu voulais nous parler d'un projet un petit peu particulier. Ça se passe en pleine campagne, avec des animaux, avec un camion un petit peu spécial. Qu'est-ce que c'est ce projet? En fait, c'est un projet qui est pour moi typiquement Nouveau Monde, puisque ça vise notamment à créer du lien social et à reconnecter aussi le lien qu'on a perdu avec la nature, avec les animaux et toutes ces choses-là pour nous les citadins, mais pas seulement les citadins. Et en fait, c'est une ferme itinérante, voilà, ça s'appelle le Pré-Mobile. Et ce sont 4 personnes, donc ça se passe en Belgique. Ce sont des gens qui habitent alors dans une ville qui s'appelle Lessive, dans la province, pas très loin de Namur, en fait, voilà. Et donc ces personnes ont décidé de mettre en place donc cette ferme itinérante. Donc voilà, ils se rendent avec leurs animaux pour faire des ateliers de sensibilisation à la nature, mais également au jardinage. Et donc ils vont avec leur petite camionnette en fait ils se rendent dans les maisons de repos, dans les écoles, dans les crèches, et ils sont ouverts sur des tas d'autres types de lieux en fait. Et une fois sur place, voilà, ils font des ateliers de familiarisation avec les animaux, avec la nature, des ateliers créatifs. Ils proposent vraiment plein de choses hyper originales. Et ils se déplacent dans la campagne, mais aussi en ville. Hein. Donc voilà, ils sont très ouverts sur toutes les sollicitations possibles. Et donc leur objectif est de 4 000 €. Et là, ils en ont collecté près de 2005. Leur but là, c'est de racheter une camionnette et de l'aménager pour que les animaux soient mieux, pour que tout soit plus pratique. Et s'ils récoltent un petit peu plus, ils achèteront en fait une tonnelle pour pouvoir abriter les animaux en cas de pluie, etc. Acheter du matériel d'animation pour faire des choses plus sophistiquées, plus ambitieuses et voilà, plus mieux quoi, si je puis dire. Alors, ce que je te propose, Audrey, oui, c'est pour qu'on se fasse bien une idée, on va regarder le teaser de leur, oui, complètement. de leur projet. Ouais, je te laisse faire la manip.
Donc, si je comprends bien le projet, finalement, c'est d'essayer d'amener le pré, donc la campagne, dans des endroits où les gens n'y ont pas forcément accès, parce que soit effectivement, à un moment donné, on voit qu'ils vont dans des écoles un petit peu spécialisées, où il y a des enfants qui ne peuvent pas se mouvoir, ils vont dans des maisons de retraite, etc. Donc, c'est de reconnecter finalement deux mondes qui ont un peu de mal à se rencontrer pour des raisons diverses et variées. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, ils se rendent même dans des endroits où il y a des gens qui sont handicapés, qui sont aveugles, etc. Et c'est par l'intermédiaire du toucher, ils réveillent des choses, en fait. Et oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment reconnecter ce contact à la nature et aux animaux que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas, quoi, ou qu'on a complètement perdu. Et il y a aussi le côté jardinage, hein. Il y a aussi le côté, ils font des ateliers, jardinage, bio, etc. Donc, c'est pas seulement que les animaux, si tu veux. Hein, c'est aussi la nature en général, en fait. Et je trouve que c'est vraiment une super initiative. En plus, c'est une idée super simple, quoi. C'est juste une camionnette, des animaux, de la créativité, et hop, c'est parti. Et j'ai pas connaissance d'avoir vu d'autres initiatives comme ça. Donc, je trouve que c'est assez ingénieux. Et il y a beaucoup de convivialité. Enfin, on le voit sur le teasing et sur les témoignages qu'on peut voir sur le site. C'est aussi pour créer du lien social, quoi. C'est pas seulement les animaux et la nature. C'est aussi pour le lien social d'une façon générale. Et voilà. Et ça, c'est une idée typiquement Nouveau Monde, quoi. C'est-à-dire qu'avec 3 bouts de ficelle, on reconnecte les choses, on reconnecte les mondes entre eux. Et c'est formidable. Et donc, alors, c'est Nadège qui a lancé ce projet. Elle était ingénieure agronome, elle était aussi enseignante. Donc voilà, elle a mis tout son savoir, toutes ses compétences dans ce projet. Elle a aussi une page Facebook qui s'appelle le Pré-Mobile, hein, si vous voulez en savoir plus. Et donc, vous avez jusqu'à peu près le 15 mars pour pouvoir participer à ce crowdfunding. Voilà, c'est ça. Et quand on regarde les contreparties, c'est pas mal. Par exemple, pour 20 € et plus, il nous donne une création en laine feutrée. Voilà. Et pour 30 € et plus, on a un coffret gourmand avec une tisane maison, etc. Donc, les contreparties sont assez fouillées. Pour 50 € et plus, on devient le parrain de l'un des animaux. Il portera le nom que vous avez choisi. Ah. Et on recevra des nouvelles de notre animal. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et pour 75 € et plus, il y a une affiche de qualité. Pardon ? Tu crois qu'ils ont des ânes, des anons ? Parce que comme Silvano est fan d'âne, on pourrait peut-être en baptiser un son nom. Ouais, je pense qu'ils ont. Il faut leur proposer, ouais, mais je pense qu'ils ont ça aussi. Et tant que je regarde le reste des contreparties, pour 200 € et plus, une promenade champêtre en calèche avec Maya le poney, voilà, plus une activité soins aux animaux. Et pour 300 € et plus, un après-midi magique au Pré-Mobile pour un enfant et 5 copains plus un cadeau surprise. Donc voilà, il y a quand même, je trouve qu'il y a de belles contreparties, quoi. Tu vois. T'en penses quoi, toi, Silvano ? Voilà, c'est pas, écoute, il en faudrait 1000 des idées comme ça. C'est génial, ça. Ouais, parce qu'en plus, si ça marche, ça va se décliner. C'est-à-dire que ça pourrait se généraliser, peut-être gagner la France, parce que en France, on n'a pas ça, hein, enfin, il me semble pas. Donc voilà, le genre c'est une épidémie d'idées là qui est à provoquer, je pense. De toute façon, quand tu vois le succès du salon de l'agriculture à Paris, hein, chaque année, ça peut que marcher, ce genre de choses, quoi. Oui, et puis on va vers ça. On est obligé de se reconnecter à tout ça, à la nature. Mais bien sûr. Il serait temps d'arrêter d'aller dans ces immenses grandes surfaces complètement impersonnelles qui te vendent de la merde, et puis qui exploitent surtout les paysans. Alors que là, non seulement on a des produits de meilleure qualité, mais en plus, on aide les paysans directement à se libérer du joug des grandes surfaces. Et heureusement, il y a de plus en plus de fermes qui prennent comme ça l'initiative de faire un peu les portes ouvertes pour les enfants, pour leur famille. Et du coup, les gens, pendant leur week-end, etc., ils y vont et ils initient leurs enfants qui n'ont jamais vu une vache, je pense aux petits Parisiens, à tout ce monde-là, quoi. Et souvent, ça a énormément de succès parce que les enfants, ils adorent les animaux. Donc, pour eux, c'est vraiment beaucoup de joie. Donc, vraiment, voilà, je vous invite à
tous à… Bah, écoute, c'est encore une belle trouvaille. Moi, ce que je te propose, c'est que si finalement ils vont jusqu'au bout de leur projet et s'ils arrivent à récolter toute la somme, on essaiera de contacter Nadège pour qu'elle vienne nous en parler après, voir un petit peu Oui, ça voilà, serait super. comment ce projet se développe. Ouais, parce qu'ils sont bien partis, hein, je vois, il reste 27 jours, 1500 €, je pense que c'est vraiment faisable. Donc, je pense qu'ils vont réussir et dans ces cas-là, ça serait super, ouais, de les inviter pour qu'ils racontent tout ça. Entendu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les projets participatifs que nous soutenons à travers Miasme TV sur le site miasme.com et l'onglet KKBB. Voilà. Et j'en profite aussi pour rappeler que le projet de Lily Oz est toujours en cours jusqu'au 5 mars. Oui. Et il reste encore pas mal de sous à trouver. Donc, voilà. Mais après, elle a commencé à enregistrer son disque au studio de la Chine et tout ça. Elle est entrée en studio hier ou avant-hier, je crois. Mais effectivement, elle m'envoyait encore un message aujourd'hui. Voilà, elle fait appel à votre générosité parce que seule une petite partie de la somme a été trouvée, quoi. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Puis là, pour le coup, vous achetez vous achetez l'album. C'est une sorte de pour précommande. 5 €, tu peux avoir l'album en fait. Voilà. Donc, si tu participes à hauteur de 5 €, la contrepartie, c'est le téléchargement de plusieurs chansons, de toutes les chansons. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Ok, eh bien écoute Audrey, je te remercie. Et puis on te dit De rien. à la prochaine fois, la semaine prochaine, si tu veux, pour un nouveau projet participatif. Avec plaisir. Salut Antoine, salut Sylvano. Salut Audrey. Salut. Eh bien, écoute, Sylvano, maintenant, nous allons recevoir Claire Thomas pour le programme des émissions de CTVM TV. Eh bien, bonsoir Claire, comment vas-tu? Eh bien, écoute, Antoine, très bien. Un peu fatigué, hein. Là, le bébé est sorti, donc forcément, on est un peu plus fatigué, mais ça va. Franchement, dans l'ensemble, ça se passe bien. Ouais, mais c'est chouette. Écoute, avec Sylvano, on tenait à te féliciter puis à souhaiter la bienvenue dans ce monde de brut, malheureusement, au petit Ézéchiel. Bah, merci. Ouais, c'est vrai que pour lui, c'est un tout nouveau monde, mais c'est vrai que c'est toujours une grande expérience, hein, la maternité, le bébé. C'est tout un nouvel univers que je découvre tous les jours, mais avec bonheur, donc, et avec aussi fatigue. Bonheur et fatigue. Bah oui. C'est ça. Ouais. Alors, du coup, bon, mais ça explique aussi pour ceux qui se demandaient pourquoi on ne voyait plus trop à l'antenne. Forcément, il y a un moment donné, tu ne pouvais pas rester jusqu'au bout. Mais là, les activités reprennent de plus belle. Hein. On a eu pas mal d'invités la semaine dernière, pas mal aussi cette semaine. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as de prévu là pour les semaines qui arrivent sur CTVM? Alors, sur CTVM, on a le 20, un atelier avec Gis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Gis. Une Canadienne? Oui, c'est ça. C'est une Canadienne qui est sortie totalement du système. Et du coup, elle n'a plus de carte d'identité, elle n'a plus rien. Elle est souveraine, c'est ce qu'on dit, hein, c'est terrien souverain. Et elle va faire un atelier sur la peur démystifiée avec Audrey sur la chaîne Société et Culture, et ce sera à 20h. Et c'est incroyable parce que aujourd'hui, avoir cette force de refuser son ancienne identité, de ne plus avoir de carte d'identité, de ne plus avoir de compte bancaire, tout ce que ça implique de sortir de cette société, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on devrait en fait tous faire. Mais aujourd'hui, ils sont rares les gens qui ont fait cette démarche-là. Et c'est vrai qu'au Canada, j'ai remarqué, il y a quand même cette mouvance de justement de se libérer de toutes les chaînes de la société. Et elle en fait partie. Et du coup, elle va faire un atelier sur ça. Et je pense que sur la thématique de la peur, c'est quand même quelque chose d'important parce que notre société, en fait, est régie sur la peur. Donc, voilà, c'est très intéressant. C'est avec Audrey sur la chaîne Société et Culture à 20h. Et juste pour préciser, effectivement, c'est une émission qui avait bien fonctionné. Oui. Et tu as même Anne Givaudan qui l'a regardée parce que quand Audrey a reçu Anne Givaudan la semaine dernière, elles en ont parlé ensemble. Voilà, donc, c'est une émission qui était pas mal. Bah, je pense que c'est une femme qui peut inspirer d'autres personnes dans cette mouvance. En France, c'est pas très répandu encore, mais je pense que ça va finir par se faire. Toujours sur Société et Culture, le 24 février, il y aura avec Audrey une émission avec Dorothée. Alors là, son nom de famille, je vais l'écorcher, c'est sûr.
Coëclin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, de Bisemont. Et ça va être sur le Nouveau Monde, Lémurie Atlantide, selon Edgar Cayce. Donc Edgar Cayce, on ne présente plus, hein, où on peut en parler, mais une personne qui a eu d'informations avec des trans hypnotiques sur la Lémurie, sur les Atlantes. Voilà. Et du coup, ce sera le 24 février à 20h en accès libre, en émission. Sur la partie planète et écologie, eh bien, il y aura histoire d'une conversation en agriculture biologique sur la chaîne de Sylvie avec en invité Jean-Michel Cholet. Et depuis ce début de mois, le 8 février, elle va continuer ensuite une fois par mois à faire une émission présentée en binôme avec Umberto Molinaro. Donc, au mois de mars, ce sera le 8 mars. Ça s'appelle le SUV de CTVM TV. Et là, ils parleront du crop circle, un enseignement. Et le 1er mars, sur Planète Écologie, il y aura une autre émission avec une personne qui s'appelle Tiffaine. Et ce sera 0 déchet, 100% action. L'objectif étant de faire en sorte qu'on n'ait plus de déchets sur cette belle planète. C'est possible. Moi, en tout cas, je sais qu'on a opté pour des couches lavables et c'est quand même vachement mieux. Et puis, ça coûte moins cher. Et puis, en plus, on peut les utiliser jusqu'à 9 kilos. Donc, c'est très bien. Ça dure dans le temps. Alors, par contre, c'est un peu... Non, c'est pas un peu contraignant, même si c'est très très bien. Hein. Pas tant que ça, en fait. Moi, j'avais un peu d'appréhension et en fait, non, pas vraiment. Tu as juste à les rincer après et tu les mets en machine à laver. Bon, ça te fait une machine de plus, quoi. D'accord. Mais au final, tu vois, on est sur 14 couches lavables et ça nous fait une lessive tous les 3 jours. Ouais, alors par contre, en gain en économie, c'est juste monstrueux parce que... Et puis de déchets, parce que du coup, tu 0 déchet. Tes couches, tu peux les garder, c'est-à-dire tu as un autre enfant, bah, tu peux les réutiliser en fait. C'est ça qui est bien. Ok, bon, mais en tout cas, merci pour l'information. On ne pensait pas parler de couches ce soir, mais comme quoi, tout est possible sur Miasme TV. Bah oui, si tu veux, on parlait de 100% déchets, 0 déchet, 100% action, bah, ça fait partie des choses qui, en plus, l'avantage, par exemple, en termes de, je finirai sur les couches, l'avantage des couches lavables, c'est que tu n'as pas de polluants sur les fesses de ton bébé. Un truc. Donc, en fait, on arrive dans une société où on a envie de faire bouger les choses et je pense que de passer par des choses comme ça, les couches lavables, il y a même aussi des serviettes hygiéniques lavables. Peut-être que moi, je vais essayer d'ailleurs. J'ai envie de le faire. Mais voilà, de faire 0 déchet sur cette planète, ça serait quand même mieux. Voilà. Du reste, il y a une société française qui a investi le marché des couches, mais cette fois-ci, comme les Pampers et compagnie, c'est-à-dire jetables, mais sans aucun solvant dedans. Et ça c'est bien. Plus cher, 35% plus cher, mais par contre, ils cartonnent, quoi. Donc, pour te dire qu'effectivement, faut pas croire que Pampers et conneries, c'est des saloperies qui rentrent dans la peau du bébé. Ah, c'est dingue. Nous, on l'a vu, hein, on a eu 3 jours de Pampers parce que dans les cliniques, ils te proposent ça. Et il y avait des érythèmes partout, c'était horrible. En 3 jours. Alors que là, 0 érythème. C'est quand même la différence, quoi. On voit les choses quand même sous un autre angle. Mais je pense qu'en effet, dans notre objectif sur cette terre, c'est quand même aussi de la protéger, de la préserver. Et ça fait partie des choses qu'on doit faire au quotidien. Alors, c'est vrai qu'au départ, on se dit c'est peut-être contraignant. De toute façon, on va être obligé à un moment d'être... je parle pas forcément que pour les couches, mais pour tous les produits, à essayer de limiter la casse parce que rien que en produits plastiques, il y a de plus en plus de boutiques qui proposent d'ailleurs où tu peux acheter tes produits sans plastique, sans rien. Et je pense que c'est l'avenir parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avancer sur cette planète, quoi. Et on a besoin de ça. Ouais. En tout cas, je suis sûr que ça ferait un bon sujet d'émission sur CTVM, de parler de cet univers de la petite enfance et tout ce qui peut être fait de façon très saine. Je te lance une petite idée comme ça, mais il y a quelque chose à creuser. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, je pourrais en parler. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'au mois de mars, Mathieu revient. Donc, il revient de l'Afrique parce que ça a été un grand périple pour lui, l'Afrique. Ça a été assez chaud parce que était dans une zone où ça bougeait pas mal. Il a d'ailleurs pas pu finir totalement son projet parce que trop de problèmes. Mais il revient sur la chaîne Médiumité et il y aura des émissions. On a 2 avec nous et puis il y en a d'autres qui sont en préparation. Alors, je peux vous dire les nôtres. Ouais.
je les ai sous le coude. Le 13 mars, ce sera une émission avec pour thématique les vies antérieures des stars. Donc, ce sera Dalida, parce que bon, on me l'avait souvent demandé. En plus, il y a eu le film qui est sorti il y a pas longtemps que j'ai pas pu voir, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et le 22 mars, il y aura un atelier et ce sera sur ce qui m'est arrivé, parce qu'en même temps, je trouve que c'était super intéressant et puis tout ce que j'ai pu voir et tester sur les différentes voies de guérison. Alors, aussi bien, là, on va le faire sur corps, âme, esprit, par rapport à mon bourdonnement, puisque du coup, je l'ai plus du tout. Donc, je pourrais expliquer comment faire pour pouvoir avancer sur la voie de la guérison. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive, puisque j'avais déjà eu un problème à l'oreille il y a quelques années de ça, et j'avais fait des visualisations parce que mon tympan était percé et il s'est reconstitué tout seul. Et mon ORL à l'époque avait dit que c'était de l'ordre du miracle. Il n'y croyait pas du tout parce que c'était quand même percé à plus de la moitié, donc ce qui était énorme. Donc j'avais fait des prières, des choses comme ça. Donc voilà, ça sera un atelier sur les différentes pistes pour aller vers la guérison. Ok, bon, en tout cas, voilà, on est content de voir que le programme se relance et que on va retrouver le rythme de l'année dernière. Un dernier point quand même sur la fameuse web série que vous aviez lancée. Tout le monde attend le numéro 2. Il y a un nouvel épisode. Voilà, je viens de le recevoir aujourd'hui. Donc, il faut que je le regarde demain. Et puis, je pense que d'ici fin du mois, il sera mis en ligne. Même peut-être un peu avant. Donc, il devait me le donner en janvier. Il me l'avait donné, mais il l'a retravaillé parce qu'il n'était pas satisfait. Et du coup, je viens d'avoir le lien aujourd'hui même. Donc, on en aura un nouvel. Cool. Donc, ça devrait être pour la semaine prochaine? Ouais. Bon, mais c'est génial. Ok Claire, bah, écoute, on te remercie d'être passé nous voir, hein, malgré la fatigue et tout. On va pas te retenir plus longtemps parce qu'on on va pas t'éloigner trop de ton petit Ézéchiel, très joli prénom. Et puis on te dit dans un mois si tu veux pour nous parler du programme du mois de mars. Ouais, mars, oui. Pas de souci. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, ciao. Eh bien, nous allons recevoir immédiatement José Bouillon. Bonsoir José. Bonsoir Sylvano et bonsoir Antoine. Salut José. Si je peux dire, je suis très honoré de participer à votre émission et voilà. Honnêtement, franchement, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Écoute, le plaisir est partagé, surtout que on te fait venir ce soir parce que tu as écrit un très bon article dans une revue que l'on affectionne particulièrement ici, hein, qui est le Top Secret Magazine numéro 89. Rox Seiker en a parlé un petit peu lorsqu'il est venu présenter le sommaire du 89. Je rappelle la couverture sur les fameux arbres géants. Et donc il a parlé un petit peu de ton article, qui est cette rencontre que tu as faite avec la fameuse créature de la forêt de Brocéliande. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette aventure-là? Alors, déjà, premier point qu'il faut quand même signaler et qui me semble quand même important, c'est que c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un témoin en fait. Voilà. Donc, moi, je ne suis le simple, j'allais dire, j'ai fait une enquête, comme la plupart de mes enquêtes que je fais depuis maintenant pas loin de, même un peu plus de 20 ans, vous voyez. Et voilà, mais je connaissais déjà la famille, donc c'était plus facile d'avoir ce genre de témoignage, parce que c'est vrai que les gens, quand surtout une créature qui tombe d'un ovni, bon, entre guillemets, toujours, hein, voilà, j'allais dire, c'est pas commun et c'est pas facile d'en parler non plus. Donc c'est ce qui m'a permis d'accéder à ce genre de témoignage, voilà. Non, tu fais bien effectivement de préciser, et on peut peut-être d'ailleurs faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin sur le sujet. Tu dis que ça fait 20 ans que tu fais des enquêtes. En fait, tu étais un passionné d'ufologie, c'est ça? C'est ça. Et ces enquêtes, ça se passe comment? J'ai un petit réseau de journalistes de départemental, donc dans pas mal de gazettes, vous voyez, en Bretagne, ça peut être en Charente-Maritime, dans pas mal de régions. Donc c'est devenu évidemment des amis. Et dès qu'ils sont confrontés, j'allais dire, à ce genre de témoignages, donc tout de suite, on m'appelle. Et en général, ce que je fais, c'est que, bon, je suis un enquêteur de terrain, voilà, pour le coup. Hein. Ce que je fais, c'est que je viens, et puis j'ai mon ami qui est à côté de moi aussi, Florent d'Olivet, qui est illustrateur.
Et puis lui, bon, il illustre les témoignages, ce qu'ont vu les témoins. C'est toujours mieux, plus joli, je trouvais, de faire un petit dessin accompagnatif avec l'enquête, quoi. Voilà. Donc ça se passe comme ça, mais comme tu dis, Antoine, j'étudie ça depuis une vingtaine d'années parce que dans ma famille ou même par des amis, je m'y suis intéressé à l'âge de entre 15 et 17 ans, par honnêteté, et parce que ils avaient vu une soucoupe volante ou des choses comme ça. Donc voilà. Et puis comme j'étais, on va dire, un garçon assez comment je pourrais dire, curieux. Voilà, on peut dire curieux. Hein. Donc je m'y suis intéressé et en m'intéressant, j'ai vu que au final, enfin j'ai vu, ça m'a amené ça m'a ouvert des portes que honnêtement je ne pouvais sous-estimer, mais vraiment, vraiment, que ce soit par rapport à tout, d'ailleurs, qui n'est pas que l'ufologie, il faut le dire aussi. Hein. Il y a aussi d'autres témoignages, d'autres choses par rapport au phénomène de poltergeist. Par exemple, là en ce moment, je suis sur une enquête où des gens ont trouvé ce qu'on pourrait appeler un livre maudit, un Necronomicon. Donc voilà, ça c'est encore quelque chose, c'est différent. Donc il n'y a pas que l'ufologie, voilà. Mais c'est vrai qu'avec mon ami Rock, j'ai voulu mettre cet article dans Top Secret. Le premier, bon, c'est pas une de mes plus vieilles enquêtes, hein, c'est à date que d'un an, puisque la personne l'a vu de souvenir le 3 janvier 2016. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux. Voilà. Mais je trouvais important de montrer ce genre de truc, quoi. Parce que faut être honnête, la créature en elle-même, ça reste quand même un peu du fantastique. Voilà. Voilà. J'ai demandé j'ai posé la question à quelques personnes dans la cryptozoologie, c'est ça? Un ami à moi qui s'appelle, je pense que vous connaissez, il s'appelle Christian Le Noël, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc voilà. Donc j'attends ses conclusions incessamment sous peu, mais apparemment c'est pas quelque chose de connu sur Terre. Oui, Christian Le Noël, c'est un vieux cryptozoologue, il doit avoir 80 ans à peu près. Exactement, c'est ça. Ok. Alors c'est vrai que cette enquête, alors je vais montrer quelques images, tout à l'heure tu parlais des illustrations faites par Florian. Hop. Donc voilà, ça c'est l'illustration qu'a faite Florian, et ça c'est la photo. Et c'est vrai que moi cet article, il m'a fait tout de suite penser à un épisode d'X-Files. À la limite, oui, ça pourrait être ça, franchement. Même moi, voilà, et je le dis sans aucune prétention aucune, hein, vraiment, honnêtement. Hein, j'arrive avec un petit bagage, c'est-à-dire, voilà, je suis un petit enquêteur de terrain, ni plus ni moins. Je vais pas me dénigrer. Après, c'est vrai que je fais des enquêtes qui sont plus ou moins intéressantes. Je ne cherche pas du tout, mais absolument pas, à ce que les gens se disent à me croire ou à pas me croire. C'est même pas une question de croyance. Moi, je suis simplement là pour divulguer le peu d'informations que j'ai, parce qu'on est tous chercheurs de vérité, pour le coup, voilà. Et puis, je donne une clé, et puis la personne ouvre cette porte, qu'on ouvrira évidemment bien d'autres, tout le monde le sait, mais je veux dire, elle l'ouvre ou elle n'ouvre pas la porte, c'est tout. Après, j'ai mes hypothèses qui sont personnelles, je vous les fais partager. Après, on les prend, on ne les prend pas, c'est pas grave. Je veux dire, en tout cas, on peut dire ce qu'on veut sur cet article-là. Les gens il y en a qui vont dénigrer, j'aurai des réfractaires ou même pas forcément des opposants, faut être honnête. Voilà, je ne cherche en rien de tout cela. Voilà, vraiment la chose importante qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même unique en son genre. C'est quelque chose, je ne veux pas survendre le produit puisque je n'y gagne absolument pas un euro. Il faut quand même le dire aux auditeurs. Je ne gagne rien du tout. Je ne cherche même pas ma minute de gloire ou de célébrité comme a dit Andy Warhol, les 15 minutes. Pas du tout. Non, bien au contraire. Si j'aurais pu m'en passer, je l'aurais fait. C'est un accord, et je peux me permettre de le dire, avec Rock, mon ami Rock, notre ami Rock, hein, on peut le dire aussi, c'est la vérité. Ah oui, tout à fait. Hein, voilà. Donc c'est tout. C'est un accord, c'est ce qui permet une divulgation. Et c'est tout. Mais il faut quand même prendre conscience d'une chose, c'est, comme je vous le dis, c'est unique en son genre. C'est unique. C'est la première fois qu'une créature tombe d'une sphère luminescente. Qu'on veut ou qu'on veut pas, c'est comme ça. Même moi, je n'y peux rien. Voilà, c'est tout. J'expose une de mes enquêtes. Voilà, de toute façon, il y a suffisamment de récits, mais hélas, aux États-Unis uniquement, hein, sur les mutilations animales, hein, où des vaches... les animaux sont retrouvés complètement mutilés, vidés de leur sang, des fois au sommet des arbres, hein, parce que donc s'ils sont retrouvés au sommet des arbres, ça veut dire que quelque chose les a pris et les a jetés. Ça ressemble un petit peu à ce cas-là, sauf qu'on ne sait pas vraiment à quoi pourrait ressembler cette créature, à quelle race pourrait appartenir cette créature. Ça pourrait être aussi excuse-moi de te couper, Sylvano. Ça pourrait être aussi un mélange de tout ça. Quand on regarde bien la créature, il y a une chose, moi.
la première chose, honnêtement, qui m'a choqué, donc je vais répondre à tes deux questions quelque part. Parce que c'est vrai que quand on regarde la mâchoire de cette bestiole-là, on pourrait dire, hein, c'est vrai, on voit bien qu'elle est cassée. C'est pas moi, je veux dire, je l'invente pas, quoi. Si, admettons, le mec va me raconter des bêtises, comme ça arrive souvent, hein, voilà, la mâchoire est cassée, la patte, je dirais, du train arrière est différente, celle qui reste, hein, puisque moi, tu parles de mutilation de bétail, et c'est vrai que c'est important de le souligner ici. Voilà, parce que dans les mutilations de bétail, ça sous-entend, ça pourrait être, donc aux États-Unis, comme tu le dis, ça pourrait être des charognards, ça pourrait être même des humains, parce qu'il y a des rituels sataniques par rapport à ça aussi. Voilà. Il faut comprendre quelque chose aussi, c'est que la plupart de ces mutilations de bétail aux États-Unis, la plupart ne sont pas, j'allais dire, n'est pas mis en avant, parce qu'en fait, ils ne touchent pas de subvention des assurances. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de cas de mutilation de bétail qu'on pourrait le penser, pour le coup. Parce que si je le dis, par exemple, j'ai un cheptel de 300 bovins et que j'en ai 10 qui sont mutilés par an, par exemple. Et si j'en parle, par exemple, à mon assurance ne me remboursera pas. Donc, c'est évident qu'il faut mieux dire que c'est l'armée ou des sectes sataniques. Ça passe beaucoup mieux. Voilà. Et donc, pour encore répondre à ta deuxième question, oui, moi, personnellement, je trouve aberrant, et vous avez le droit de me dire le contraire, voilà, j'appelle ça une exomutilation. Voilà. Je dis que moi, c'est une bête qui a été mutilée pour récupérer ses organes et son sang, et je dis qu'une fois que bon, le travail étant terminé, il est logique d'abandonner à droite à gauche ce genre de… Voilà. Mais là où c'est unique, c'est vrai, c'est unique, c'est que c'est une créature que vraiment… Ben, pour l'instant, les experts, j'ai quelques experts à trancher dessus, mais il n'y a pas que Christian Lenoël, hein, donc ce qui fera suite, je pense, à un second article, hein, parce que c'est pas terminé, on est bien d'accord. Voilà, pour voir exactement de quoi il en retourne. Est-ce que c'est vraiment des animaux humains, un mélange d'animaux humains, avec de l'ADN de plusieurs animaux, puisque apparemment, depuis les années 60, ils récupèrent, et il n'y a pas que sur les bovins, ils récupèrent sur des lapins, sur des poules. J'ai un témoignage du côté de Biscarrosse, donc en Gironde, hein, si je ne me trompe pas. J'ai un témoignage de gens pareils qui ont vu une espèce, alors là, pour le coup, de petits gris. Ça devrait vous faire plaisir, c'est bado. Pour le coup, de petits gris, de short grays, au moment où ils le voient, le truc, le petit lutin, on pourrait dire entre guillemets, hein, il part et tout ça. Et en fait, il se rend compte qu'en regardant dans son clapier où il a mis les lapins, il y a 2 lapins qui sont coupés en 2, sectionnés. Je suis désolé, c'est un peu hard, mais c'est comme ça, c'est le sujet. Voilà. Et le sang a totalement disparu. Et ça, c'est quelque chose que je mets en avant. Je me sers quelque part de la créature de Brocéliande pour aussi exprimer ce point de vue-là qui est largement sous-estimé par la plupart des enquêteurs. Vraiment. Et moi, je pense que c'est une clé. C'est une clé, je le dis dans mon article. C'est une des premières clés. Voilà. Alors, moi ce que j'aimerais savoir, c'est dans ta démarche d'enquêteur, comment est-ce que tu procèdes? C'est-à-dire que quand tu tombes sur un cas comme celui-ci, tu fais une enquête de terrain, est-ce que tu fais aussi une enquête de personnalité? Première chose que je fais, Antoine, la première chose que je fais, ça c'est il y a 2 conditions sine qua non, j'allais dire, pour de base, hein, de mon expérience personnelle. La première, c'est de voir à qui on a affaire. J'essaie de jauger quand même un minimum, voilà, parce qu'il y a tellement de marabouts et j'allais dire de bêtises, il y a tellement de bêtises qui circulent sur Internet qui fait que cette chose-là est en train de passer mais complètement à la trappe, hein, à cause de tous les fakes, et Sylvano sur UAT, et il le sait très bien comme moi, hein, c'est vrai, à cause des fakes qui sont pondus du matin au soir pour un peu de renommée et j'allais dire faire 1000 vues sur YouTube et puis gagner 3 francs 6 sous, c'est ce qui va dénigrer tout ce qu'on fait nous là, tout ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est dommage que les gens sont encore pris dans un système qui les dépasse finalement. Et je leur en veux pas. Voilà. Heureusement qu'il existe comme vous des web TV, donc comme TV comme vous, comme Top Secret. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est les seuls encore pour l'instant. Quand Rob parle de résistance, mais c'est vrai. Mais les gens ne le prennent pas au pied de la lettre. Ils se disent la résistance, c'était pendant la guerre, c'était mon grand-père. Non. Il y a d'autres formes de résistance. Il faut que la plupart ils le comprennent bien. C'est tout. Voilà. Donc nous, on se considère comme résistants parce qu'on est, je dirais, chercheurs de vérité. C'est vrai. Voilà. Après, on apporte une certaine vérité. Je ne prétendrai jamais de ma vie, ô combien jamais, avoir la vérité. Par contre, de vous donner des clés, je vous promets que je vais vous en donner des clés. Ça, c'est sûr. Mais par contre, à vous d'ouvrir les portes, tout simplement. T'as déjà eu affaire à des faussaires? Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. Sur 80%, franchement, enfin sur 100%, il y en a bien 80%. Il va rester réellement… et alors, je ne veux pas faire partie la partie belle du GEPAN. Hein. Croyez-moi-le. Hein. Excusez-moi. Je ne vais pas me faire que des ennemis, ça je le sais très bien. Mais honnêtement, voilà, c'est vrai qu'il reste 20%.
de témoignages purs et durs, ce qui est déjà beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est déjà énorme. 20%, c'est énorme. C'est énorme. Et raconte-moi un peu, les faussaires, c'est quoi leur intention? C'est de se faire connaître, c'est de se faire parler d'eux, c'est de la mythomanie ou c'est juste pour entourlouper l'ufologie, la vraie? Il y a les deux, j'allais dire, il y a les deux faussaires. Il y a le faussaire, bon, tu sais très bien, qu'on appelle les fameux trolls sur Internet, hein, on le sait très bien, où ils viennent pour casser ton travail. D'ailleurs, j'ai lu ton dernier post, on peut le dire, hein, où tu dis justement sur les amis de Top Secret aussi, arrêtez vos bêtises, c'est les amis de Top Secret. Si c'est là pour casser du bouillon, si c'est là pour casser du vieillard, si c'est là pour casser tout le monde, c'est pas la peine. Ça sert à quoi de dire on est amis et à ce moment-là. Par contre, on a le droit d'échanger les idées. On est en démocratie. Le débat, il est ouvert pour tout. Moi, si tu me prouves, si le parle plus B que j'ai toi, tu sais, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Tu sais, je vais tourner ma casquette et je vais me dire Sylvano, non, il a raison, c'est tout. Point barre, c'est tout. Mais par contre, de me dire que c'est de la merde ce que je fais, c'est de m'insulter. C'est de m'insulter. Et moi, tu sais, j'ai basé toute ma vie sur ce truc-là. Tu vois. Donc, m'insulter moi et m'insulter tous les gens dont je me sers quand même, comme tout le monde, de leur travail, hein, de leur théorie, de leur travail, ça va trop loin. Donc, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est le premier faussaire. Le deuxième faussaire, c'est celui qui veut appâter les petites minettes. Hein. Alors, je schématise à fond, excusez-moi, je suis comme ça. Il va appâter les petites minettes. On a la limite du raélien, quoi. C'est clair que lui, là, par contre, il veut calquer sur Raël. Ça, on est bien d'accord, hein, voilà. Et il y en a beaucoup qui, tiens, c'est très bien de le dire parce qu'il y en a beaucoup qui le font sur Internet et il faut les mettre en garde sur les pseudo-groupes. Ça, c'est important de le dire aussi. Il faudrait faire justement un post là-dessus parce qu'il y a tellement de pseudo-groupes que bon, alors après, je suis pas là pour balancer, hein, on est bien d'accord, hein, mais que tu sais très bien comme moi, il y a beaucoup de fraudeurs. Bien sûr. Alors, par rapport à ce cas-là de la créature de Brocéliande, est-ce que toi, tu t'es forgé une conviction intime? Oui, honnêtement, oui. Enfin, intime, non, mais après, je peux dire, comme vous l'avez lu dans mon article, mais bon, pour les gens qui ne le savent pas, évidemment, hein, qui n'ont pas lu, moi, je pense j'ai une hypothèse extraterrestre. Donc, pour le coup, oui, je suis ufologue. Voilà, ça, c'est vrai. Après, je ne veux pas tout rapporter à ça, hein, parce que je sais très bien par expérience qu'on ne peut pas tout rapporter à ça, ça serait trop facile. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait trouvé le mystère, pour le coup, hein, s'il y en a un. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai une hypothèse qui part sur l'ingénierie génétique extraterrestre. Voilà. Je dis bien fait dans des tubes à incubation. Bon, hypothèse un petit peu futuriste, pour le coup. C'est vrai, il faut être honnête. Mais pas si tant que ça, si on la regarde de plus près. Vous voyez ? Non, c'est pas une hypothèse futuriste, ça fait 40 ans que dans les séances d'hypnose, on voit cela. Hein. Bien sûr, oui, c'est vrai. Tu parles par exemple de Betty et Barney Hill. Bien sûr. Évidemment, le cas le plus classique de l'ufologie, forcément. Mais c'est vrai que je pars vers cette théorie-là parce que c'est ce qui me fait penser que. Voilà. Après, attention, quand je dis entité biologique extraterrestre, par exemple, comme disait nos feux Jimmy Gueux, hein, des EBE, par exemple, quoi. Hein, voilà. C'est vrai que, faut être honnête, je dis que ça peut être une technique apportée par des entités extraterrestres, mais dont les humains se servent. Je ne dis pas que les humains ne sont pas exergues de cette atrocité, parce que c'est quand même atroce de faire du mal à une pauvre petite bête comme ça, même si elle n'est pas jolie, c'est pas grave, on ne juge pas au physique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est quand même grave de se dire, en allant un petit peu plus loin et en poussant la réflexion, en se disant que, imaginons que des humains créent ce genre, quel but quelque part, hein, créent ce genre de créature, hein, pour récupérer forcément les organes et le sang, voilà, hein, et se dire mais c'est quand même grave, qu'est-ce qui se passe, quoi. Je veux dire, on en est rendu là, quoi. C'est peut-être la preuve. Je dis pas que c'est la preuve, mais c'est quand même une preuve, faut être honnête. Voilà, c'est unique pour le coup. C'est clair. Alors José, on arrive un petit peu à la fin de notre entretien. Dernière question. Qu'est-ce que tu as prévu prochainement? Donc tu vas bientôt écrire un nouvel article, hein, c'est ça, sur Top Secret. Ça va être quoi le sujet? Alors là, le sujet, là, je m'attaque, c'est toujours sur l'ufologie, hein, pour l'instant, et là, je m'attaque au biophotons, vous voyez, la synthèse, en fait, un petit peu comme les plantes, avec, vous voyez, la captation d'énergie, parce qu'en fait, j'ai ressorti dans mes dossiers un vieux témoignage d'un vieux monsieur qui est décédé. C'est le cas, personne ne connaît évidemment, c'est le cas Marcel Grandchamp, si mes souvenirs sont exacts. Et Marcel Grandchamp, dans les années, en 1964, a vu un cigare volant. Après, je ne veux pas tout dévoiler. Hein. Et en voyant ce cigare volant-là, il a une espèce de rayon plasma, on pourrait dire bleu, pour le coup, voilà, qu'il l'a touché. Et de là est parti en lui, mais pendant un laps de temps très court,
il était un petit peu médium, il arrivait un petit peu à lire un petit peu dans les pensées, des choses comme ça. C'est un témoignage à l'époque où je ne le croyais pas du tout. Hein. Je suis honnête, voilà. Je le plaçais justement dans les gens un peu farfelus qui me racontaient des bourbes, hein, honnêtement. Mais avec la biophoton et d'autres choses aussi, je me suis rendu compte que Marcel Grandjean n'était pas si illuminé que ça. Et donc, ça va être, je pense, le sujet du prochain Top Secret. De ton prochain article. Ok. Alors, pour les gens qui seraient intéressés, est-ce que tu publies sur un site ou sur un blog ou quelque chose comme ça, tes enquêtes? J'ai juste une page Facebook, pardon, donc Bouillon José, tout simplement. Voilà. Aucune prétention. Les gens qui veulent voir mon travail, je ne mets absolument rien d'autre chose que mon travail, voilà, ou ceux que j'aime bien, je dirais, où j'apporte un peu de crédit. Il n'y a pas de fake, il n'y a rien du tout. Je ne suis pas là pour me faire mousser. Voilà, tout simplement. On aime ce que je fais, on veut me suivre, on me suit, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais par contre, pour le reste, non. Il n'y a pas de prétention, aucune. Ok. Bon, écoute, voilà, moi je vous convie effectivement à suivre ce monsieur Bouillon qui a de belles enquêtes et qui promet de nous en dévoiler très bientôt de très très bonnes. Dans le numéro 90 de Top Secret, et achetez le numéro 89 de Top Secret pour lire cet excellent article sur la créature de Brocéliande. Eh ben, merci à vous, merci à toi Antoine et merci à toi Sylvano. Honnêtement, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Bon, j'étais un petit peu stressé, je pense que vous l'avez vu, mais voilà, c'est la première fois, donc faut pas m'en vouloir, je suis désolé. On t'en veut pas. Tu repasseras lorsque tu feras un prochain article, comme ça tu verras, tu seras encore plus zen. Eh bien écoutez, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, ciao. Salut, ciao. Bye bye. Eh bien, après la tornade de José qui avait beaucoup de choses à dire, nous allons recevoir quelqu'un qui nous vient du froid, qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, on accueille pour la première fois sur Miasme TV Dino du Québec. Salut Dino. Salut Antoine, salut Sylvano, salut tout le monde. Salut Dino. Enfin, il vient du Québec avec le nom et le prénom qu'il a. Ouais, bon, disons que je viens d'Europe au départ, hein, mais j'ai fait comme ceux que je vais parler dans mon sujet. Je suis parti de l'autre côté de l'Atlantique en fait. Alors Dino, en fait tu vas inaugurer une nouvelle chronique que je souhaitais mettre en place depuis longtemps sur l'édito hebdo de Miasme TV. C'est une chronique d'envoyés spéciaux, de gens qui seraient comme ça sur des pays un petit peu aux quatre coins de la terre, francophones, parce que moi je comprends rien en anglais, donc voilà, c'est mieux quand c'est dans la langue de Molière, et pour nous parler un petit peu de leur pays, des mystères qui s'y passent, de l'ufologie, du paranormal, quoi, de tout ce qui peut être attrait au sujet de la chaîne, mais vraiment axé sur le pays où vous êtes. Donc voilà, tu es celui qui va inaugurer cette chronique avec le Québec et le Canada de façon peut-être un peu plus détendue. Et puis on aura d'autres personnes au cours de l'année, quelqu'un du Mexique, voilà. Et puis si vous êtes de l'autre côté de la planète et que vous êtes en train de nous regarder, et si vous avez aussi envie de participer, vous nous envoyez un petit mail à faq.miasmetv@gmail.com ou alors vous me contactez directement en MP sur Facebook. Voilà. Alors Dino, pour cette première, de quoi tu voulais nous parler ? Bon, alors moi, pour la première chronique, je ne vais pas faire dans le sensationnel tout de suite, hein, je ne vais pas vous parler d'OVNI, etc. Mais moi, je suis un grand passionné d'histoire et je me suis un peu renseigné sur l'histoire du Québec et puis plus largement l'histoire du Canada, puis encore plus largement l'histoire de l'Amérique. Et on se rend compte en fait que ce qu'on nous raconte sur Christophe Colomb ou sur Jacques Cartier, c'est-à-dire au Québec, c'est-à-dire les deux personnes qui auraient pour Christophe Colomb découvert les Amériques et pour Jacques Cartier découvert le nord du Canada, c'est-à-dire le Québec, etc. Mais en fait, on se trompe beaucoup, on nous raconte des histoires parce que il y a un peuple que j'affectionne particulièrement, un peuple de Nordiques, des Scandinaves, qu'on appelle très vulgairement les Vikings, qui auraient visité, et plus que visité, qui se seraient installés, qui se seraient pérennisés, qui auraient fait des têtes de pont pour les explorations de l'Amérique au complet. Et ce, depuis le Xe siècle à peu près, la fin du Xe siècle jusqu'au XVe siècle. Donc sur une fourchette quand même qui s'étale assez loin, hein,
Ça commence, alors leur périple commence par la découverte de l'Islande au IXe siècle. Ils mettent une centaine d'années pour bien découvrir le coin, s'installer, parce que c'est quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est quand même de très grands marins, hein. Donc, ils ont réussi comme ça à découvrir le Groenland. Ils ont mis encore une centaine d'années à se promener dans les alentours pour ensuite débarquer sur ce qu'on appelle maintenant les terres de Baffin, Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, l'Acadie, pour s'installer, faire des postes avancés. Il y a eu carrément des villages qui ont été découverts avec des ruines, des outils, toutes sortes de choses. Ouais, tu as l'archéologie, les archéologues canadiens qui reconnaissent officiellement retrouver des vestiges vikings sur... Je ne saurais pas te dire si c'est le consensus légal de tous les archéologues du Canada qui reconnaissent ça officiellement. Mais en tout cas, ce qui est reconnu par un bon nombre d'archéologues, de chercheurs et de scientifiques, c'est qu'on a effectivement des vestiges, des outils, toutes sortes de petits objets qui sont à l'identique ceux qu'on peut retrouver datant de la même époque, c'est-à-dire du 11e, 10e, 12e siècle, 13e siècle, islandais et groenlandais. Ça, c'est une certitude. À Terre-Neuve, en tout cas, c'est une certitude. Il y a un coin qui s'appelle l'Anse aux Meadows, c'est une baie dans le nord de Terre-Neuve, où on a carrément découvert des villages faites en motte de tourbe, c'est-à-dire les toits sont en motte de tourbe. Il y a des mini-forges, il y a toutes sortes d'outils, puis c'est attesté, c'est prouvé, c'est entre guillemets viking, c'est-à-dire scandinave, en fait, des Norsemen. Parce que, si je peux me permettre, on se trompe en fait en disant le peuple viking, parce qu'il n'y a aucun peuple viking à part entière qui existait en tant que tel. C'est une culture dans la Scandinavie. Le vik, pratiquer le vik, c'est-à-dire faire des rapines, faire des raids, faire du commerce à grande échelle, ça c'est ça, être un viking. C'est plus comme un mode de vie, plus qu'un peuple à part entière en fait. D'accord. Et alors, est-ce qu'on en parle dans les manuels scolaires Non, pas du tout. Non, le manuel scolaire, ça commence avec Jacques Cartier en 1534 et la découverte du Québec. Ce qui est assez marrant parce que finalement, ce gars-là, on peut s'imaginer qu'il est arrivé à l'entrée du fleuve en se disant, lui, il a écrit qu'il n'y avait personne, mais finalement, il y avait des chaumes un peu partout avec des Basques notamment qui venaient pratiquer la pêche à la baleine et à la morue bien avant lui, en fait. Et pourquoi tu penses qu'il continue à maintenir le mensonge et pas parler des Vikings? Je pense que c'est un désintérêt. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en fait. C'est plus que ça intéresse personne, finalement, de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Oui, bon, est-ce qu'on serait arrivé à telle époque? Parce que oui, on dit aussi beaucoup, tu sais, que Colomb, ok, d'accord, il n'a pas découvert les Amériques, mais il les aurait redécouvertes. Ce qui est totalement faux, en fait. Hein. C'est totalement faux, puisque du 10e au 15e siècle, les explorations vikings ne se sont jamais arrêtées. Elles se sont arrêtées à partir de 1400 et quelques pour être reprises par les Basques. Alors, les Basques n'ont pas fait, ils n'avaient pas, si vous voulez, de financement derrière eux. Donc, c'est plus un bateau en particulier avec une quarantaine de gars qui allaient s'installer pour 3 ou 4 mois dans le coin, ramasser le plus de stock et revenir en Europe. Ce que les Vikings avaient un peu plus en avantage, entre guillemets, par rapport aux Basques, c'est qu'ils avaient le royaume de Norvège à l'époque, c'est-à-dire au XIe siècle, qui était capable de les financer. Mais pas à la hauteur de ce que le royaume d'Espagne ou le royaume d'Angleterre ou le royaume de France a fait après, en mettant les grosses l'artillerie lourde avec beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de personnes. Si tu veux, c'est pas une colonisation stable, mais il y a eu quand même pendant 500 ans des raids, des expéditions, des grosses explorations. Puis il y a quand même des révélations en fait, puisque il y a très peu de sites qui en parlent, et pourtant c'est corroboré par des archéologues et des chercheurs. En fait, ils seraient même allés très 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 loin, les Vikings. Moi-même, je soupçonne, mais alors c'est de ma propre analyse, je soupçonne même que certains dieux du folklore de certaines tribus d'Amérique latine ou d'Amérique centrale attribuent il y a certaines divinités qui sont décrites comme étant des blonds, avec une grande barbe, venus sur des chevaux, etc., etc. Puis moi, j'aurais bien envie de croire que c'est les Vikings, puisqu'on trouve des pseudo-runes jusqu'en Patagonie. Jusqu'en Patagonie, il serait censé être passé jusque-là. On peut aussi retrouver en Amérique centrale, mais bon, c'est un peu caché ça dans l'archéologie, mais des têtes de chevaux, par exemple, sculptées,
et qui sont antérieurs à l'arrivée des Espagnols. Donc, est-ce que ça pourrait être des Vikings qui seraient passés par là aussi? On ne sait pas. Bon, après, là, c'est moi qui spécule. Hein, mais... Alors, moi j'ai une petite question. Moi je suis en Normandie et très clairement, dans la population normande, on voit l'héritage viking au niveau génétique. Hein. On a pas mal de blonds, de gaillards, etc. Est-ce que, pareil au Canada, à un moment donné, on peut supposer qu'ils ont peut-être fait des colonies et qu'il y a peut-être eu un mélange avec les autochtones et peut-être des tribus indiennes qui seraient elles-mêmes, tu vois, issues d'enfants, de petits-enfants de vikings ou quelque chose comme ça? Sûrement, sûrement, sachant même que ça peut être aussi corroboré dans certaines légendes. Il me semble qu'il y a comme la légende de Saint-Brandan, je crois, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un gaélique qui serait parti, pas coloniser, mais comment on dit, évangéliser une partie des tribus amérindiennes, puisque en fait des missionnaires espagnols qui sont arrivés je crois que c'est en Virginie, hein. Peut-être je dis des bêtises, il faudrait que je regarde, mais c'est en Virginie, il me semble, qui sont arrivés, qui sont tombés sur une tribu qui incorporait dans leur dialecte des mots gaéliques. Donc ça pourrait être la même chose avec des Nordiques. Après, on n'a pas de preuves. Moi, je n'ai pas trouvé sur le net des preuves physiques de mélange entre des Nordiques et des Amérindiens. Ce qui a dû se faire, en fait. Hein. J'ai lu aussi, je crois que c'est au Paraguay, chez les Guaranis. Ce qui paraît, leur proto-écriture ressemble à des runes vikings. Au Mexique aussi, ils ont trouvé, après ça je ne sais pas si c'est une preuve en tant que telle, si c'est la vérité ou pas, mais ils ont trouvé deux momies étranges en fait de chiens, et d'après des analyses, ce seraient des bouviers danois. Donc, mais de l'époque, donc ça pourrait être des proto-bouviers danois du Moyen-Âge en fait. D'accord. Voilà. Bon, donc au final, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'histoire du Canada est construite sur du mensonge. En tout cas, construite pour servir des intérêts, parce que on voit clairement qu'il y a eu comme ils sont arrivés à peu près en même temps, les Anglais et les Français, et on voyait clairement que c'était la guéguerre, quoi. À qui trouvait, comment dire, la paternité de la découverte, quoi. Donc Cartier, il s'est fait financer plusieurs voyages grâce à ça, en fait, grâce au fait de dire je découvre une nouvelle place. Alors qu'en fait, il s'est fait aider par les Dieppe-ois en France, par ceux de la communauté de Dieppe, des grands marins, qui lui ont donné des cartes qu'on se passait déjà depuis un bon moment, en fait. Puisque c'est aussi mon point, pourquoi on le sait pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est un groupe de marins, qu'on vit de la pêche, qu'on vit du commerce maritime, si on découvre une île qui foisonne de baleines, qui foisonne de morues, on va peut-être pas en parler tout de suite. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu comme le pépé qui est dans sa forêt et qui a trouvé le coin aux champignons. Tu auras beau lui dire, mais tu l'as mis où? Il est où? Tu les as trouvés où ces champignons? Il va te dire, ouais, cherche là-bas, mais en fait, c'est pas là qu'ils sont. C'est un peu ça aussi le point. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que l'Europe à cette époque, à l'époque des Vikings, surtout dans le milieu de l'Europe, c'est-à-dire les royaumes qui vont ensuite devenir puissants, mais qui ne le sont pas à l'époque, c'est-à-dire Angleterre, France et Espagne, c'est la guerre constante. Toutes les 20 ans, on soulève des troupes et on fait la guerre. Donc, ils étaient plus occupés à mettre leurs moyens dans des conflits armés, à des récupérations de territoires, etc., plus qu'à de l'exploration en tant que telle. Il a fallu un peu de stabilité sur le plan militaire et sur le plan géographique pour que certaines personnes, notamment les Portugais et les Espagnols, commencent avec les Italiens aussi à prendre la mer, à explorer, etc., etc. Marco Polo, etc. Mais avant, c'était quand même bien plus compliqué, surtout dans la période moyenâgeuse où ça a été beaucoup la guerre. C'est intéressant tout ça. Ouais. Et puis tout à l'heure, tu parlais des Normands, mais c'est même plus à prouver en fait. Hein. On le sait maintenant que les Normands sont directement liés à un peuple scandinave. Hein. C'est un peuple scandinave qui a arraché au Royaume de France, je ne sais plus à quelle époque d'ailleurs, mais qui a arraché au Royaume de France cette partie de la Normandie en fait. Et c'est le Royaume de France et le clergé qui ont dit « Bon écoutez, on va arrêter les massacres, on vous laisse ce terrain-là, mais vous arrêtez de nous taper. » Puis c'est comme ça que Roland, donc c'est le premier chef à être christianisé, le premier chef normand, qui ensuite engendrera Guillaume, qui ira conquérir la Saxe et l'Angleterre et qui va fonder le royaume d'Angleterre. Donc c'est des Normands qui ont fondé le royaume d'Angleterre
via donc aussi un peu les Français quelque part. Voilà. Et Antoine, il dira ça aux Anglais, tu vas voir, il va être bien reçu. En tout cas, moi je vous conseille une série télévisée, si vous ne la connaissez pas encore, c'est que vraiment vous êtes passé à côté, ça s'appelle Vikings, il y a 4 saisons je crois, et c'est juste, voilà, c'est juste excellent comme série. Je suppose que tu la connais, Dino? Ouais, je ne l'ai pas apprécié tant que ça, mais j'en ai regardé quelques-uns. Ouais. Ah, t'as pas aimé la série? Trop, mais j'aime quand ça pourrait être la réalité en fait. Puis j'ai pas l'impression que c'est ça avec cette série. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est déjà une bonne manière d'appréhender les Vikings, je pense quand même. Même si disons ça ne suffit il y a pas. un petit côté fantastique avec la magie, la magie viking qui... Mais de toute façon, pour en revenir à la série, dans l'histoire viking de toutes les explorations, parce qu'en fait, les explorations vikings ont été écrites dans les sagas nordiques. Et dans les sagas, on parle d'exploration où le chef, mettons le chef d'équipage, avait de la magie, enfin, il était aidé par la magie pour progresser aussi loin sur la mer, en fait. Je crois que c'est des lumières blanches, me semble, une espèce de petites pierres blanches, comme une pierre qui lui permettait je crois, je sais plus exactement, je crois que c'est par rapport aux étoiles, quelque chose comme ça. Ah, c'est intéressant. Mais c'est de la magie là aussi. Ouais, de la magie ou peut-être de l'exo-aide. Peut-être aussi. Mais souvent les explorateurs qui ont, pas forcément pour l'Amérique, hein, mais pour d'autres contrées, ceux qui voyageaient très loin sur la mer disaient voir des lumières qui les guidaient, etc. Il y avait des visions. Même Christophe Colomb, soi-disant, aurait écrit dans son journal de bord qu'il était guidé par des lumières, etc., etc. Donc ça se pourrait. Hein. Ouais. Ok, bah écoute, c'est une très bonne première entrée en matière sur le sujet. Tu reviens quand tu veux, hein? Quand toi tu veux. Moi, c'est quand tu veux. Il y a tellement de choses ici que je pourrais faire une chronique tant que tu veux, en fait. Bon, écoute, tu sais quoi? On se donne rendez-vous dans 2 semaines. D'accord, mais en tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir permis de participer à cette émission, Miasme. Moi, j'aime beaucoup, puis je conseille à tout le monde de vous cliquer sur abonner, puis de faire suivre au maximum, parce que c'est vraiment une très bonne émission. Merci. Merci à vous, en tout cas. C'est chouette. Et bien voilà, se termine donc notre émission. Et bien, on remercie d'avoir participé Monsieur Sylvano Trotta, Monsieur Dino, et puis tous ceux qui étaient là depuis le début, donc Audrey Canso, Claire Thomas et José Bouillon. Voilà, moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le numéro 44, et passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Bonne semaine, bye bye. Salut.